Je parlais de situation politique que nous ne pouvons pas ignorer, Abdoulaye Ly, compte tenu également de la question de la dette. Face aux députés, d'ailleurs, le ministre des Finances, Cheikh Diba, en a parlé. Le Sénégal, qui refuse toute restructuration classique de sa dette, le gouvernement maintient son choix interne, jugé beaucoup moins risqué pour l'économie nationale tout en visant les mêmes objectifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance et est-ce qu'on prend le bon chemin? Vous voulez parler de la restructuration? De la restructuration et du plan de traitement que le Sénégal privilégierait. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur les mots? Oui, jusqu'ici, moi, à mon niveau, c'est pas tout à fait clair, je dois vous avouer. Oui. Mais en tout état de cause, la restructuration a un coût. Moi, j'ai la chance dans cette matière-là de ne pas être ministre des Finances. La chance. J'ai la chance, parce que je comprends la difficulté de l'exercice. Oui. Restructuration, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous prenez votre dette, vous dites aux créanciers, je ne suis pas en état de vous payer par rapport au contrat que nous avions établi. Contrat initial. Oui. Voilà, contrat initial. Je ne suis pas en mesure pour telle ou telle raison. Donc je demande un allongement de la durée, je demande quelquefois des annulations, je demande une baisse du taux d'intérêt de manière à me permettre de souffler et de retrouver une vigueur financière me permettant de respecter des échéances. Ça, c'est bon pour le pays. Et c'est bon pour tout le monde. Intuitivement, c'est bon pour tout le monde. Mais ce qui est bon comporte du moins bon en matière de restructuration. Quand vous restructurez, vous perdez votre réputation. Ah ben justement, c'est pour ça que c'est très risqué. Voilà. Quand vous restructurez, on a beau dire que sur le plan comptable, vous remettez même les chiffres à zéro quelquefois. Les agences dégradent le pays, l'accès au marché financier également. Il y a tous ces éléments. Il y a un coût. Et les taux d'intérêt explosent pour les futurs emprunts. En matière de restructuration, quand je lis tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, ça me rappelle une célèbre phrase du président Abdoulaye Wade. Il disait qu'il était contre la peine de mort parce que c'est une solution extrême dont l'exécution de la peine de mort, donc l'exécution de la peine de mort, requiert une information totalement vraie et complète avant de tuer quelqu'un. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas erreur judiciaire. De la même manière, pour la restructuration, avant d'y aller, il faudrait épuiser tout l'arsenal d'informations que nous pouvons avoir et les possibilités avant d'aller. Il y a des possibilités intermédiaires. La restructuration, c'est la solution extrême. On n'y est pas encore. On n'a pas épuisé, de mon point de vue, les solutions internes. Ah oui. Oui, on n'a pas épuisé les solutions internes. Et il ne faut pas traiter aussi le problème de la dette à l'aune des considérations purement financières, de mon point de vue. Ce serait une erreur. Il faut prendre la dette relève des finances publiques. Oui. Mais les finances publiques sont nourries par le secteur réel, par la production, par l'investissement. Je vous donne un exemple simple. Si on dit on veut beaucoup plus d'argent au Sénégal, pas que pour les finances publiques, mais au Sénégal, mais on exploite rapidement les potentialités des 240 000 hectares de la vallée du fleuve Sénégal. Il y en aura pour l'emploi, il y en aura pour la rentabilité du capital, il y en aura pour l'environnement, il y en aura pour la baisse des prix, et il y en aura pour les finances publiques. Donc, il y en aura pour tout le monde. Si on dit qu'on veut un revenu pour tout le monde, un revenu pour l'État, on dit, oui, allons-y pour l'écosystème de la construction. Je suis en train là de vous parler des opportunités qu'il y a pour développer la création de valeur et de richesse. On développe l'écosystème de la construction. C'est quoi l'écosystème de la construction? C'est exploiter tous ces minerais sur l'axe Kaolack, Tambacounda, Diamniadio, qui recèle de possibilités dans l'ilménite, dans l'actapulgite, dans le calcaire, dans le sable lourd, dans beaucoup de métaux propres à développer la fabrication de carreaux, la fabrication de sanitaires, la fabrication de peinture, la fabrication de ciment, autant de choses que nous importons pour à peu près 1000 milliards, 1500 milliards chaque année, alors qu'on a la possibilité de le faire ici. On ne l'a jamais fait. Et donc, chemin faisant, en créant de la richesse, on crée aussi une fiscalité pour les finances publiques. Ça, c'est négociable, c'est jouable. Maintenant, ceux qui sont allés dans la restructuration de leurs dettes, le Mozambique, la Grèce, et ainsi de suite, ces pays-là l'ont fait. Où est-ce qu'ils en sont actuellement?
Ces pays ont des notations totalement dégradées pour le long terme. Oui, mais seulement nous vivons actuellement les conséquences d'une restructuration, à savoir, c'est-à-dire un risque pays relativement élevé, oui. Et l'accès au marché international également est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Là, vous voulez dire, comme disent les Ivoiriens, Cabri mort n'a pas peur de couteau, c'est ça. C'est à peu près ça, quoi, oui. Donc, on est déjà mort, il ne faudrait pas qu'on ait peur de ce qui nous a tués. Oui. En fait, c'est chercher quelle fenêtre, en fait, comment, c'est-à-dire l'appel d'air doit venir d'où? L'appel d'air vient, moi, de mon point de vue, l'appel d'air, sans me référer à la restructuration, l'appel d'air vient de la création de valeur, la création de richesse. Capacité, les secteurs privés à créer de la valeur. Et vous savez, au Sénégal, normalement, si vous produisez 100 francs, vous versez 30 francs à l'État. C'est ça le taux de prélèvement, la fiscalité sur les sociétés. En moyenne, quand vous prenez les salaires, quand vous prenez les bénéfices des entreprises, oui. Vous faites une moyenne, vous êtes à peu près à 29,7% de prélèvement pour les finances publiques. Donc ça veut dire que si vous gagnez 1000 milliards, les 300 milliards vont à l'État. Et on a la possibilité, dans ces créneaux, dans ces deux créneaux, la valorisation des 240 000 hectares de la vallée, la valorisation de l'écosystème de la construction, la valorisation des filières cuir et peau, la valorisation de la confection, la valorisation de la mangue qui pourrit partout au Sénégal, dont on n'exploite que 40% du potentiel. La valorisation, le lancement enfin des agropoles. Tout cela peut non seulement donner de l'argent à l'État par les prélèvements fiscaux, mais donner des emplois, donner de la richesse, reverdir le Sénégal, contribuer aux exportations et surtout réduire les prix drastiquement parce que l'offre sera locale et ce sera effacé des coûts logistiques de distribution. Alors, professeur Djeily Ayawan, sans jouer sur les mots, sur la question de la dette, restructuration ou plan de traitement, c'est l'élément de langage qu'a utilisé par exemple le ministre des Finances. Le plan de traitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État réorganise sa propre cuisine financière interne pour honorer ses engagements? Je crois savoir que le terme qu'ils ont employé, c'est gestion active de la dette. L'expression de gestion active de la dette, c'est préférable à la restructuration. Parce que quand on parle de restructuration, effectivement, ça signifie remise en cause de plusieurs équilibres économiques. Ça signifie quand même donc, des mesures draconiennes qui peuvent déséquilibrer davantage l'économie, qui peuvent entraîner des conséquences dommageables de ce point de vue-là. Et c'est la raison pour laquelle l'État tient fermement à ne pas y arriver à cette restructuration et qu'il essaie de mettre en œuvre certaines mesures, une stratégie visant en tout cas à résorber le déficit que nous avons. Pour la clarté du débat, oui. Vous êtes tous les deux contre la restructuration, si je comprends bien, c'est ça? Non, moi je vous ai dit d'emblée que je n'ai pas d'avis sur la restructuration ou pas. Oui. J'ai essayé justement de poser les avantages et les inconvénients de la restructuration. Oui. Mais avantages purement comptables, avantages purement comptables, inconvénients de réputation. Mais vous me dites que la réputation, elle est déjà là. Oui, oui vous n'avez pas tort. Mais sauf qu'entre la réputation simple et la réputation par l'action de restructurer, il y a une grande différence. Mais parce qu'à un moment donné, il va falloir décider parce qu'au bout, on veut un programme avec le Fonds monétaire international. Effectivement. Oui. Mais en tout cas, on essaye d'éviter cette restructuration. Parce que ça va entraîner en termes de conséquences une perte de confiance des investisseurs, un accès beaucoup plus difficile au marché financier. Situation que nous vivons déjà. Effectivement, mais la restructuration, effectivement, on n'est pas loin du spectre des programmes d'ajustement structurel que le Sénégal a déjà vécu dans les années 90, au lendemain de la dévaluation du franc CFA. Bien sûr. Et véritablement, y arriver à cette situation, c'est là une situation, en tout cas une finalité que les autorités actuelles cherchent à éviter. C'est la raison pour laquelle elles essayent de mettre en œuvre certaines mesures qui puissent donc être des mesures de sauvetage. On sait par exemple en termes donc, de recherche de fonds, de financement, on sait qu'au plan de la fiscalité, il y a quand même certaines mesures qui ont été initiées et qui sont en train de donner des résultats qui sont positifs. C'est la raison pour laquelle, dans son adresse justement à l'Assemblée, le ministre s'était montré quand même beaucoup plus optimiste, en tout cas que nous l'aurions cru. En tout cas, ils disent que la dette elle est soutenable et qu'à travers cette stratégie qui figure donc sur le site donc, de la Direction générale du budget, donc stratégie de gestion active de la dette,
il est possible donc de faire un certain sauvetage, de sauver les meubles, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, de ce point de vue-là, on regarde, on essaie de voir, parce que les évaluations, elles se font donc, de manière trimestrielle avec le FMI. Et à chaque fois, évidemment, on peut constater qu'il y a quand même des efforts qui sont consentis, donc des solutions qu'on essaie de trouver à cette situation qui est quand même assez difficile. Assez complexe. C'est complexe, tout à fait. Le Fonds monétaire qui a effectué une visite dans la deuxième quinzaine du mois de juin, une visite technique, nous dit-on. Rendre le cadre des affaires attractif et fluide pour attirer des capitaux, il faut un environnement des affaires lisible, professeur. Notre arsenal juridique est fréquemment jugé trop lourd ou complexe. Quelles sont les 2 ou 3 réformes législatives urgentes à mener pour simplifier la vie des investisseurs sénégalais? Alors, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'apporter davantage de textes. De réformes. Parce que l'inflation législative, elle peut être incapacitante au bout d'un moment. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en termes de texte, j'estime que l'acquis que nous avons est déjà suffisant pour impulser l'investissement, pour permettre à ces investisseurs donc, de jouir d'un cadre légal qui leur garantisse en tout cas un retour sur investissement. Dans le droit des affaires, par exemple, on sait que c'est l'arsenal qui est issu de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires qui est repris. Nous avons tout un ensemble de textes qu'on appelle des actes uniformes qui régissent l'activité commerciale. L'activité des sociétés commerciales, au point de vue bancaire, au point de vue du financement, il existe aussi plusieurs corpus qui ont été adoptés et qui sont censés donc moderniser la vie des affaires. Par exemple, nous avons une loi bancaire qui a été adoptée l'année dernière, en février, donc la loi 2025-03, une loi 2025-04 qui porte sur la microfinance. Et quand on regarde ces instruments, effectivement, on sait qu'en termes de sécurité, tout est mis en place donc, pour permettre à ces investisseurs de pouvoir travailler correctement. Et on sait aussi qu'avec le Code des investissements, il y a plusieurs garanties qui leur sont offertes, notamment en ce qui concerne le rapatriement de devises. C'est un exemple que je donne. Là, ils n'ont pas de problème pour rapatrier donc, les fonds qu'ils perçoivent. On sait aussi par rapport donc, à l'organisation même de leur activité. Donc les formes de société, les formes d'organes qu'ils peuvent créer sont déjà prévues avec les règles donc, qui ont été élaborées dans le cadre de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Donc véritablement, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y ait des lacunes. Et par rapport donc, à ce cadre légal, donc, tout est mis en œuvre donc, pour que les activités des hommes d'affaires, des investisseurs donc, puissent se passer correctement. D'autant que ce sont des règles qui sont parfois reprises de leur pays d'origine. Parce qu'on sait que véritablement, rien ne sert de réinventer la roue. Donc ce sont des règles qui sont compatibles avec celles qui existent déjà dans leur pays d'origine, règles qu'ils utilisent déjà dans le cadre de leurs activités et qui leur sont ici proposées, avec évidemment des dispositions même de nature pénale pour garantir la répression quand ils subissent par exemple des revers dans le cadre de leur activité. Donc là, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il manque voilà, des éléments, qu'il y ait des éléments qui ne soient pas pris en compte par le législateur, soit national, soit communautaire. Et même au niveau international, on peut parler donc, des textes donc, du comité de Bâle. Là également, ça garantit une régulation du secteur, du financement, du secteur bancaire. Donc ils peuvent lever des fonds. Ils peuvent donc mener leurs activités, les développer. Donc, en s'appuyant véritablement donc, sur cette réglementation qui existe dans le monde des affaires. On a annoncé plusieurs réformes, donc il faut éviter, pour reprendre votre terme, l'inflation législative. C'est bon, on a assez de textes. Qu'est-ce qui manque réellement pour cette relance de l'investissement et de l'économie de façon globale, selon vous? Sur le plan législatif, par exemple